Bonjour, et si, au fond, on n'avait pas une, mais deux intelligences? L'une qui analyse tout, qui décortique, et une autre, bien plus profonde, qui ressent les choses. C'est cette idée assez fascinante qu'on va explorer aujourd'hui. L'idée qu'il y aurait deux manières radicalement différentes de connaître le monde et qu'elles coexistent en chacun de nous. Alors, la question de départ, elle est fondamentale, vraiment. Comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait? Est-ce que c'est juste une accumulation de faits, de souvenirs, d'informations qu'on empile? Ou bien, est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui se joue? Pour y voir plus clair, le texte qu'on explore nous donne une image très simple, très concrète, celle d'un enfant qui touche du feu pour la première fois. Bon, évidemment, la douleur lui apprend une leçon, ça c'est clair. Mais le texte nous dit de regarder au-delà du simple souvenir mental. Pensez à la réaction du corps, la chair qui se rétracte, le sang qui afflue, l'ampoule qui se forme pour protéger. Ça, ce n'est pas l'intellect qui décide de faire ça. C'est une intelligence, disons, corporelle, une réaction instinctive de la vie elle-même. Et voilà, on arrive pile au cœur du sujet. Cette expérience toute bête, eh bien, elle révèle en fait l'existence de deux formes de savoir complètement distinctes. D'un côté, ce que le texte appelle la conscience mentale, et de l'autre, la connaissance innée. Alors, la conscience mentale, c'est celle qu'on connaît le mieux. C'est notre intelligence de tous les jours. C'est notre intellect, quoi. Notre capacité à analyser, à comparer, à mémoriser. C'est cette conscience-là qui nous donne le sentiment d'être un « je », un « moi », et qui nous fait percevoir le monde comme une collection d'objets extérieurs séparés de nous. Et puis, à l'exact opposé, on a la connaissance innée. Et là, c'est tout autre chose. C'est un savoir qui n'est pas appris depuis l'extérieur, non, il est déjà là, en nous, latent. Le texte va jusqu'à dire qu'il est inscrit dans nos os, dans nos cellules. C'est une conscience qui, elle, au lieu de tout séparer, perçoit l'unité derrière les choses. On voit bien la différence, elle est frappante. D'un côté, on a une intelligence qui découpe le monde en petits morceaux pour essayer de le comprendre, qui apprend en regardant vers l'extérieur, et de l'autre, on a une connaissance qui voit le tableau d'ensemble, qui puise sa sagesse à l'intérieur, et qui sent, qui perçoit l'unité fondamentale derrière toutes les apparences. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que ces deux types d'intelligence, elles vont donner naissance à deux approches de la science, mais alors complètement opposées. Le texte parle de la science exotérique, exo c'est-à-dire tourné vers l'extérieur, le visible, et de la science ésotérique, éso, tourné vers l'intérieur, le caché. La science exotérique, donc, elle vient de la conscience mentale. C'est la science qu'on connaît, notre science moderne, quantitative, objective. Son but, c'est de démonter le mécanisme pour voir comment les pièces s'assemblent. À l'inverse, la science ésotérique, elle, s'en fiche un peu de savoir de quoi la pièce est faite. Ce qui l'intéresse, c'est quel est son rôle, quelle est sa fonction dans le grand orchestre de l'univers. Voilà, c'est la question fondamentale de notre vision du monde habituel. De quoi c'est fait? On veut connaître les composants, les atomes, les particules, la structure matérielle de tout. Et là, c'est le basculement total de perspective. La question, ce n'est plus du tout de quoi c'est fait, mais plutôt à quoi ça sert. C'est quoi sa fonction, son rôle dans la grande harmonie de l'univers? Pour bien faire comprendre cette idée de fonction, le texte utilise une analogie qui est, je trouve, magnifique. Pensez à la lumière. L'énergie lumineuse qui voyage dans le vide de l'espace, en soi, elle est invisible, on ne la voit pas. Elle ne devient visible, elle ne devient lumière pour nos yeux que lorsqu'elle frappe un objet et que cet objet la réfléchit. La luminosité, ce n'est donc pas une propriété de l'objet lui-même, c'est le résultat de son rôle, de son interaction avec l'énergie. On voit bien ici que la fonction, l'action de réfléchir, est plus importante que la substance. D'accord, mais alors, si cette fameuse connaissance innée, cette intelligence ésotérique, elle ne fonctionne pas avec l'analyse, avec les mots, comment est-ce qu'elle communique? Comment on y accède? La réponse du texte est très claire. Son langage, c'est le langage des symboles. Quand on regarde ces symboles, notre conscience mentale, notre intellect, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des images, des conventions, des représentations. Mais, du point de vue de la connaissance innée, ce sont infiniment plus que ça. Et là, cette citation, c'est vraiment le point crucial. Tout symbole est par lui-même directement parent de la chose qu'il dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le symbole, ce n'est pas juste un petit dessin qui représente la Lune. Non. Selon cette vision des choses, le symbole est une émanation directe du principe même de la Lune. Il y a un lien de parenté, un lien fonctionnel, presque génétique entre les deux. C'est une vision qu'on pourrait qualifier de magique, mais au sens premier du terme. Le symbole agit.
il n'est pas passif. Selon le texte, tracer un croissant de lune, ça invoque la lune réelle, ça l'affecte, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou pas. Pourquoi? Parce que la forme et la fonction sont vues comme indissociables. C'est un langage qui ne passe pas par le filtre de l'intellect, il le court-circuite pour parler directement à notre savoir le plus enfoui, le plus profond. Bon, alors, si on met tout ça bout à bout, si on assemble toutes les pièces du puzzle, quelle image de l'univers est-ce que ça dessine? Forcément, on arrive à une vision du cosmos qui est radicalement différente de celle qu'on a l'habitude d'avoir. Fini, l'image d'un univers mécanique, un peu comme une grande horloge faite de milliards de pièces détachées et isolées. Non. Dans cette perspective, tout est interconnecté, tout est lié, parce que tout participe d'une seule et même réalité. Et c'est là qu'on touche à l'idée la plus vertigineuse du texte. L'univers lui-même serait une conscience. Une seule et unique conscience. Et chaque étoile, chaque planète, chaque brin d'herbe, chaque être vivant ne serait en fait que des expériences, des avatars, des étapes à travers lesquelles cette immense conscience apprend, petit à petit, à se connaître elle-même. Dans cette optique, l'évolution n'a plus rien d'aléatoire, elle a un but, la pleine et entière conscience de soi. Et c'est sur cette pensée, sur cette question finale, que le texte nous laisse. Une question qui ne bouscule pas seulement notre façon de voir la connaissance, mais qui interroge la nature même de ce que nous sommes au sein d'un cosmos qui serait vivant. Et si finalement l'univers n'était pas une collection d'objets, mais une seule et unique conscience en pleine évolution? Et si notre propre conscience n'était au fond qu'une petite facette de cette immense aventure?